La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Cyril. Salut Léa. Comment vas-tu? Bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter pourquoi est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce que tu présentes? Ouais, Festival des terroirs. Bon alors voilà, moi je m'appelle Cyril Boubeka. Je suis apiculteur depuis à peu près 2 ans de façon professionnelle, on va dire. Depuis un peu plus longtemps quand même de façon amateur. Pourquoi je suis ici? Justement pour présenter un peu mes produits. Euh, Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les petites abeilles du Doubs. Voilà, donc on a du miel, on a du pain d'épices, des bonbons, on a aussi carrément du miel en brèche, un petit peu à l'ancienne, parce que la philosophie des petites abeilles du Doubs, c'est de travailler un petit peu à l'ancienne. Donc faire vraiment des miels, on va dire, de saison, pas monofloraux, et puis travailler voilà, comme à l'ancienne, comme les anciens avaient leur miel, les pains de miel au milieu de la table, et puis voilà, travailler un petit peu à l'ancienne. Alors, j'ai plein de questions, en plus moi j'adore le miel. Ouais. Pour commencer déjà, toi c'est quoi le dessert de ton enfance, ton plus vieux souvenir sucré? Waouh, alors moi tu vois j'ai des origines algériennes donc Ok, ma grand-mère elle bah il y a faisait beaucoup de des miel. voilà elle faisait des macroutes et ils baignaient dans le miel. Bah oui. Donc voilà, pour le petit rapport avec le miel, c'est ça. Après, est-ce que c'est pour ça que j'ai fait du miel? Je sais pas, mais voilà, un petit gâteau arabe super sympa. Ouais. Ah, ma question juste après, ça allait être... mais je suis d'accord, les gâteaux algériens, c'est très très bon. Mon oncle est algérien, donc effectivement, en plus, j'ai aussi grandi dans ces Ouais. gâteaux. Ça fait plaisir. Mais du coup, ça va peut-être se recroiser. J'avais demandé, c'était quoi ton premier souvenir avec le miel, justement? Ah, premier souvenir avec le miel. Bah écoute, c'est ça en fait, je Ouais. crois, hein. Ouais, c'est des gâteaux au miel de ma grand-mère parce que voilà, dans ces gâteaux-là, c'est de l'huile, c'est du miel, tu manges un gâteau, tu prends 8 kilos. Donc, donc, Ouais. euh, donc voilà, ouais, c'est ça. T'as commencé, tu disais, du coup, de façon amateur. Comment est-ce que... pourquoi tu t'es lancé au départ dans l'apiculture? Qu'est-ce qui t'a... Alors moi, je suis un amoureux de la nature en fait, donc clairement. Et puis ma grosse frustration, c'est que je travaillais en fait dans l'industrie. Donc voilà, très très loin de la nature. Et puis voilà, en allant voir des ruches, c'est vraiment ce côté naturel, ça m'a plu. Et puis il y avait des petits papis dans mon village qui travaillaient un petit peu là-dedans. Je m'y suis intéressé, j'ai été les voir, et puis voilà. Voilà, ça m'a super bien plu. Et puis je trouvais que c'était vraiment un contraste énorme avec Ouais. l'industrie, et puis c'est pour ça que j'ai voulu sauter le pas. Au départ, du coup, est-ce que ça a été un peu compliqué? Tu connaissais... Enfin, tu t'es auto-formé, du coup, avec justement les personnes que tu as pu rencontrer qui faisaient ça aussi? Ouais, non, c'était très compliqué parce que l'apiculture, voilà, c'est super sympa quand tu le vois à la télé. Puis, tu dis, c'est les petites abeilles, Ouais, c'est maille à technique, hein. l'abeille, c'est super sympa. Mais ça reste quand même une petite bestiole un petit peu dangereuse Mhm. quand même. Donc, il y a quelques règles de sécurité à tenir quand même. Puis voilà, puis après, au niveau de la technique sur les abeilles, c'est pas simple de conduire une ruche. Donc moi, j'ai eu une chance énorme avec les 2 petits papis que j'ai rencontrés, avec qui on s'est vraiment lié d'amitié, qui m'apprennent vraiment le métier. Encore maintenant, il y en a un qui a 50 ans d'apiculture, l'autre qui a 60 ans d'apiculture. Donc c'est juste génial, quoi. Mhm. Voilà, c'est grâce à ça que j'y arrive. Je pense que si je m'étais lancé tout seul, non, aujourd'hui, j'aurais déjà arrêté. En plus, parce que t'as la partie effectivement ruche qui est déjà un peu technique, il y a plein de choses à savoir, et en plus t'as tout le après de faire le miel aussi, Ouais, ouais, qui demande ouais, déjà pas mal de machines aussi, ouais. d'outils pour faire tout ça. Ouais. Donc il faut savoir le tirer, le miel. Voilà, le Mm. faire, laisser les abeilles monter le miel dans les ruches, c'est une chose. Mais après, oui, le tirer, le transformer aussi un petit peu pour faire nos pains d'épices. Donc bon, c'est des choses un petit peu aussi techniques, des recettes à Mm. avoir. Si on veut faire des choses un petit peu originales, c'est pas simple. Ouais. Donc ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y avait tout ça à apprendre. Moi, j'ai un souvenir parce que mon grand-père faisait du miel Mm. et du coup, j'ai le souvenir, tu sais, dans sa cave, il avait tous les trucs pour Ouais, le transformer justement et le miel qui coule ouais, dans les trucs et où tu prends la cuillère super. directement, c'est Ouais, incroyable. ouais, Et effectivement, du coup, je sais que
Donc moi j'ai tout de suite mangé, tu vois, du miel fait Ouais. maison, produit en petite quantité puisque c'était juste une quantité familiale. Et c'est vrai que du coup tous les autres miels, enfin les miels, Ouais. j'allais dire qu'on connaît tous, non, mais tu vois, qu'on présente le plus souvent, c'est pas du tout ça. Mais non, non. C'est un peu dommage. Mais du coup au départ t'avais combien de ruches? T'as Moi, commencé avec quoi? j'avais 3-4 ruches, en fait, Ok. voilà, que je conduisais comme ça. Et puis aujourd'hui, j'en ai 120. Donc voilà, ça Ok. reste une petite. Je suis un tout petit producteur. Avec Euh, 120 ruches, on fait à peu près combien de kilos de miel par an? c'est très, 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 très aléatoire. Une année comme l'année dernière, on est arrivé à faire 30-40 kilos de miel par ruche. Et puis il y a 2 ans, eh ben, les ruches faisaient 2 kilos par ruche. Et il a fallu les nourrir. Donc Ouais. voilà, c'est Ça très, c'est très, en très fonction de compliqué. l'ensoleillement, c'est ça? Ouais, de l'ensoleillement, des floraisons. Il Hmm. suffit qu'il y ait un coup de gel au printemps pour que toutes les fleurs meurent et puis que les abeilles n'aient plus rien à manger. Donc voilà, c'est très 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 aléatoire. Tu peux avoir des très bonnes années comme des très très mauvaises. Donc la moyenne, je saurais même pas te dire, j'ai Ouais. pas assez de recul pour te dire, pour te donner une moyenne. Faudrait prendre sur 5, 6, 7 ans peut-être pour vraiment pas dire de Ouais, c'est bêtises. ça. Mais Mm. cette année, ça part comment? Pas bien Cette avec toute cette année, ben, pluie. ça avait super bien démarré Oui, parce c'est ça, qu'on a eu genre un on était gros trop coup de contents. soleil. Ben ouais, ouais. J'ai mis des hausses Ouais. 2 semaines plus tôt que l'année dernière. Et puis, ben, il y a eu ce coup de froid, de coup de pluie, puis là, tout est stoppé. Donc, voilà. J'espère juste que les abeilles tombent pas malades. Voilà. Et puis après, ben là, le problème, c'est qu'elles consomment tout le miel qu'elles ont déjà rentré. Donc, c'est tout du miel que j'aurai pas. Mais bon, c'est pas très grave, du moment que les abeilles vont bien. Oui. Voilà. Alors pour les gens qui savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi la saisonnalité quand on produit du miel? Qu'est-ce qu'on doit faire à quel moment le miel ça se récolte? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais. Alors, une année d'apiculture, c'est assez simple. En fait, ça commence, c'est tout par saison. Mm. Donc, clairement, on commence au printemps. Donc, l'hiver, on leur fait rien. On les suit, on regarde juste s'il n'y a pas de gros problèmes, on va dire, sur les ruchers. On s'occupe pas des abeilles, on les laisse tranquilles. Et au printemps, en fait, on va faire le tour des ruches pour voir s'il n'y a pas trop de mortalité déjà, pour en prendre soin, pour voir si elles ont assez à manger, parce que des fois, elles arrivent en fin d'hiver où ben, elles ont mangé toutes leurs provisions. Donc si c'est le cas, il faut leur redonner un petit peu à manger. Donc moi, je garde du miel d'une année à l'autre que je peux leur redonner, ou alors on achète des choses toutes faites si on n'a plus de miel, des pains en magasin d'apiculture. Donc voilà, on les renourrit un petit peu au printemps. Une fois qu'elles sont bien nourries, il faut entretenir un petit peu les ruches. C'est-à-dire que là, on ouvre les ruches, les cadres qui sont abîmés, les choses qui sont abîmées dans la ruche, ben, on les change. On regarde si la reine pond bien, on regarde si elle est en bonne forme, si elle est en bonne santé. Mm. On regarde s'il n'y a pas de maladie non plus, parce qu'il y a aussi des problèmes sanitaires, on va dire, Ouais. dans l'apiculture. Donc faire attention qu'il n'y ait pas de maladie, qu'elles ne se redonnent pas les maladies entre ruches. Puis une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on laisse aller. On attend les floraisons. Donc les premières floraisons par chez nous, au Franche-Comté, eh ben, il y a le pissenlit qui donne assez vite, il y a l'aubépine. Donc voilà, c'est les premières floraisons de printemps. Puis une fois qu'elles ont bien rempli le corps de ruche en travaillant, et puis qu'elles ont tout ce qu'il faut pour manger, pour pouvoir élever leurs abeilles, eh ben, on met ce qu'on appelle des hausses. Donc c'est des petits greniers Mm. par-dessus le corps de ruche. Et c'est ça qu'on laisse remplir. En réalité, c'est le surplus. Elles viennent remplir cette hausse-là avec le surplus de miel. Et c'est ça qu'on récolte. Donc on leur pique jamais leur nourriture. On simule de la place pour qu'elles produisent plus et qu'on leur prenne uniquement le surplus du miel. Donc moi, ce que je fais, plutôt que de récolter, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des apiculteurs qui récoltent par fleurs. Donc ils attendent la fin Mm. du pissenlit, ils récoltent le pissenlit. Après il y a la ronce, ils récoltent la ronce, le tilleul, etc. Moi, pour travailler en ancienne, comme je te disais tout à l'heure, ben, je récolte par saison, c'est-à-dire que je laisse le printemps se faire. À la fin du printemps, je récolte. Donc on a des miels polyfloraux, hyper riches en Mm. fait. On a un miel de printemps, on fait pareil après à la fin de l'été. Puis à la fin de l'automne, ben, on récolte aussi sur des ruchers qui sont plutôt en montagne et puis au sapin. Chez nous, on a pas mal Ok. de sapins en Franche-Comté. Donc voilà un petit peu. Puis après, ben voilà l'hiver. Donc avant l'hiver, tu regardes bien qu'elles aient assez à manger pour passer l'hiver. Tu les traites un petit peu contre les différentes maladies. Tu mets des pièges aussi un petit peu avant pour tuer tous les frelons asiatiques. Mm. Malheureusement, on Ah est un oui, petit ça peu c'est embêté. nouveau, ouais. Ouais. Et puis voilà. Puis après, on laisse passer l'hiver et puis on reprend au mois de mars. Mais ça, si j'ai pas de bêtises, on est bien d'accord que cette façon de produire en se disant nous on prend que le surplus, Hmm. c'est pas nouveau, mais c'est justement une autre façon de le travailler. Il y a eu aussi toute une façon on est d'accord qu'il y a quand même une façon de cultiver qui est on prend tout, on les nourrit quand elles ont besoin, mais Oui, alors nous alors en c'est pas, France, on est d'accord, c'est nous pas les apiculteurs français, tous les apiculteurs que je connais, c'est pas le cas. ok. Aujourd'hui, on travaille comme ça. Après, c'est pour ça qu'il faut privilégier, j'insiste Oui, là-dessus. des miels Les miels locaux. d'apiculteurs, les miels locaux, c'est en principe toutes des personnes qui prennent d'abord soin des abeilles avant Hmm. de vouloir produire du miel, donc voilà.
Oui, parce que c'est vrai que tu vois, je trouve qu'il y a eu aussi tout ce truc de... Parce que les abeilles, on en a besoin. Enfin, il y a eu un moment d'ailleurs, on parlait beaucoup de ça, de cette problématique de il n'y a plus assez d'abeilles et les abeilles, c'est ce qui permet de polliniser, etc. etc. Et après, effectivement, il faut aussi bien les traiter. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer à 100% du coup dans le miel, toi, dans l'apiculture? Parce que c'est un boulot énorme. Et puis j'estime que si tu veux bien faire les choses, il faut y passer énormément de temps. Donc voilà, je me suis vite rendu compte qu'en gardant une activité à côté, ça allait être très compliqué. Donc au début, je m'étais donné un objectif de 200 ruches, et puis faire ça à 100%. Puis finalement, je me dis que si je veux vraiment m'occuper des abeilles comme je veux faire, de façon artisanale, il faudra que je reste plutôt à 100-120 ruches, c'est ce que je compte faire. Et puis peut-être prendre un petit job quand même en complément pour pouvoir vivre de tout ça, quoi. Puis faire mon activité comme j'aimerais la faire, quoi. Et pas passer en méthode un petit peu industrielle pour récolter, pour travailler. Oui, c'est ça, parce que du coup, qu'est-ce que ça change du coup, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui que tu devrais faire si tu passais en version un peu plus industrielle pour toi? Le gros changement, c'est sur les récoltes. En fait, clairement, quand je récolte modéo, je fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je prends cadre par cadre, je les opercule avec un couteau à l'ancienne. Ensuite, je mets dans une petite centrifugeuse où je fais 20 cadres 20 par 20 cadres. Puis voilà, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Tout à l'heure, tu disais que tu allais voir ton grand-père et puis prendre le miel sous le... c'est exactement le même truc encore. Peut-être à peine plus gros parce que je suis peut-être à peine mieux équipé, je sais pas. Mais ça, je trouve que c'est génial parce qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent chez nous. On va faire justement un petit rucher pédagogique. J'aimerais me lancer un petit peu là-dedans. Donc, il y a des enfants qui viennent voir et puis à la fin, moi, je vais à la miellerie et puis je leur fais couler le miel comme ça. C'est la grosse différence avec... un gros apiculteur, par exemple, qui fera d'aussi bonne qualité que moi, mais par contre, encore une chaîne d'extraction, c'est-à-dire que tu mets ta hausse à l'entrée, puis tu ressors le miel, voilà, il n'y a plus le charme de désoperculer à la main et puis de voir couler le miel comme ça. Donc voilà, moi je veux garder cet esprit-là de petite apiculture pour en faire profiter beaucoup les autres, quoi. Parce que je me rends compte que j'aime autant expliquer ce qui se passe, faire le côté pédagogique des ruches, que de récolter le miel. Donc, on a décidé ce coup-ci, en fait, plutôt que de faire que du miel, essayer de vivre que du miel, essayer de faire l'activité miel, bien sûr, avec ma centaine de ruches, mais à côté de ça, essayer de développer quelque chose d'un peu pédagogique. Oui, parce que je trouve qu'il y a un côté très magique en plus dans le miel. Ouais. Je trouve ça impressionnant. Tu vois, j'allais demander en combien de temps à peu près, tu vois, est-ce que ça produit? Je sais que, tu vois, l'année dernière, à côté de chez moi, il y a eu genre une ruche qui s'est installée, mais tu vois, dans un compteur électrique, donc clairement pas du tout au bon endroit. Donc effectivement, on a dû appeler un apiculteur pour venir la chercher, pour venir la récupérer. Et en fait, je sais pas depuis combien de temps elles étaient là, mais depuis pas très longtemps. Et t'avais donc effectivement déjà une mini ruche avec déjà du miel, quoi. Ouais. Et c'est impressionnant à quel point ça va vite, quoi. Ouais, ça va super vite. Et puis elles sont super intelligentes. C'est incroyable. Elles voient l'endroit où c'est qu'elles vont aller. Elles savent comment construire leur rayon pour remplir au plus vite possible le miel. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et je trouve ça s'y intéresser, magique. c'est énorme, ouais. C'est quoi aujourd'hui ta vision, du coup, toi, avec les petites abeilles du Doubs? Ma vision pour le futur, tu dis? Ouais, là, du coup, tu parlais effectivement de faire un peu plus d'éducatif. Mais tu vois, la vision avec laquelle tu t'es lancé il y a 2 ans, là, aujourd'hui, vers où est-ce que tu as envie d'aller? Eh ben voilà, c'est ce que je te disais tout de suite, là. C'est-à-dire que moi, j'aimerais partager mon temps entre faire du pédagogique, de l'éducatif par rapport aux ruches, et de la production de miel. Parce que je trouve que quand on est sur un marché comme celui-là, c'est génial. Avoir le contact avec les consommateurs, même avec les autres artisans, les questions qu'on a, justement, on en revient vers le pédagogique, finalement. Ouais. J'adore que les gens me posent des questions, expliquer, qui goûtent un petit peu nos miels, qui voient un petit peu la différence. J'aime bien leur faire goûter. On a 5 sortes de miel, on en a pas 50. Mais dans ces 5 sortes, les gens disent, ah oui, déjà, voilà, c'est sympa, on voit les différences, ils demandent ce qu'il y a dedans, on est capable d'expliquer comment on travaille, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire. Et je trouve ça super bien. Donc ma vision, c'est ça, c'est vraiment faire une partie commerciale, bien sûr, pour que je puisse en vivre, et puis une autre partie pédagogique, et même se développer comme sur des écoles, sur des entreprises. On a un petit peu de demande là. Alors pour le moment, je n'ai pas beaucoup, j'en ai qu'une de ruche de posée pour une école, on s'est lancé il y a 2 mois. Mais j'aimerais bien peut-être me lancer un petit peu par des entreprises, du parrainage de ruches. Il y a des entreprises qui parrainent des ruches comme ça, qui disent, écoutez, on veut une ruche à l'année. Et puis voilà, faire des petites démonstrations, 2, 3 dans l'année, démonstrations. Et puis tirer le miel et puis offrir le miel à l'entreprise, faire ce genre de choses. Voilà comment je me vois plus tard. Ça serait génial. Ouais, c'est trop chouette, effectivement, d'avoir toute cette partie éducation, tout ça. Mais en plus, je trouve que c'est un produit que tout le monde connaît, mais enfin, tu vois, je trouve, à moins que vraiment tu aies un contact direct de que tu connais quelqu'un qui fait du miel, c'est compliqué de savoir comment ça se passe, tu vois. Et même, du coup, effectivement, tout ce rapport avec les abeilles, c'est ce que tu disais un petit peu au début, et j'ai envie de revenir là-dessus. Tu disais, effectivement, c'est
à la fois c'est magique, on les voit, comme tu dis, tu vois, en fait on les voit presque un peu inoffensives, mais en même temps c'est quand même un petit peu dangereux, malgré tout, même pour les apiculteurs. Donc c'est vrai, il y a un peu ce double truc dans le miel de c'est chouette, mais c'est impressionnant aussi quand même, d'une ruche. Il y en a qui ont la phobie, hein. Tout Ah à l'heure, ouais. j'ai vu un cuisinier qui est venu discuter avec moi, j'ai montré les photos, on a un petit bouc avec nos ruchers dessus. Et il me dit, oh, j'adore le miel, mais quand je vois les abeilles, c'est ma phobie, je pourrais pas approcher une ruche. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est ce que je lui ai proposé. J'ai dit, mais on va faire des petites visites pédagogiques, je vais essayer de te faire changer d'avis. On va mettre une combi, on va aller vers la ruche, tu vas voir que c'est pas aussi méchant que ça. Si on prend si on fait bien attention, quoi. Ouais. Voilà, si on suit quelques consignes de sécurité. Mais c'est hyper impressionnant en plus, parce que dans une ruche, en moyenne, il y a combien d'abeilles par ruche? Alors, en début de saison, il y a 20 000 abeilles, en gros. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et puis en pleine saison, là, quand il y a les grosses mêlées d'été, tout ça, les ruches peuvent monter à 60 000 abeilles. Ah ouais? Ah oui, c'est énorme, ouais. 60 000 abeilles, effectivement. Sur la partie, moi c'est toujours une question que je me suis posée, tu vois, tu disais, il y en a où tu te dis, dès que le pissenlit est fini, je me dis c'est du miel de pissenlit, etc. Est-ce que malgré tout, tu vois, on est sûr qu'il y a que du pissenlit? Non, en Torah, techniquement, il y a un peu de tout, mais juste... C'est une majorité, Comment tu fais? Est-ce que tu vois, il y a des règles pour dire c'est du miel de pissenlit? Est-ce qu'il y a une règle de, ma ruche, elle doit être située autour, il y a X champs où il y a majoritairement du... Enfin, tu vois, je me suis toujours demandé, parce que c'est vrai que ça donne un goût spécifique, mais est-ce que tu as un peu une règle, entre guillemets, pour l'appellation? Pour certains miels, oui. Par exemple, le miel de sapin, chez nous, voilà, il doit être vraiment... le miel de sapin, il faut le faire analyser et puis qu'il y ait un certain pourcentage de sapin. Donc ça, c'est l'analyse qui te la donne. Pour le miel de montagne, moi j'en fais du miel de montagne, tu as certains villages qui sont autorisés à avoir l'appellation miel de montagne. Donc voilà, il faut que ton rucher soit situé dans un village de montagne pour avoir le miel de montagne. Après, pour le reste, il y a beaucoup d'apiculteurs qui font ça un peu au feeling, qui disent ça c'est du miel de pissenlit, surtout les amateurs, ils font pas analyser leur miel comme moi je le fais, c'est un coût, mais les professionnels en principe, ils savent déjà, on sait déjà ce que c'est comme miel, mais par acquis de conscience, on envoie les miels au laboratoire et ils nous font une liste détaillée de ce qu'il y a dedans. Donc tu as raison, quand tu veux un miel de pissenlit, par exemple, bien sûr qu'il y aura du pissenlit avec une très forte proportion. Je vais dire n'importe quoi, peut-être que pour l'appeler pissenlit, il faut 70% de miel de pissenlit dedans. Mais à côté de ça, bien sûr que les abeilles vont pas que sur le pissenlit. Oui, non, mais c'est ça. Non, il peut y avoir autre chose, mais tu as quand même un peu un truc de tu dois l'envoyer et ça doit être calculé pour dire c'est du miel de pissenlit. Ouais, voilà, ouais. Entre tous les miels, quel miel tu préfères toi entre printemps, été, automne? Est-ce que tu as une petite préférence? En fait, ça dépend des moments, puis ça dépend dans quoi je les mange. Le miel d'été, c'est un miel super doux, donc j'adore les mettre dans les tisanes, ces choses comme ça. Le miel de montagne, de sapin, c'est des miels vraiment spécifiques, ceux-là, c'est sur des tartines. Puis le miel de printemps, c'est un miel où il y a beaucoup d'aubépine, quelque chose de fort. Donc ça, vraiment, pareil sur tartine, ou quand je prends un thé vert nature, je mets du miel dedans pour vraiment avoir le goût du thé, le goût du miel dans le thé. Donc ça dépend, je les aime tous, moi. Je vais poser une question bête, mais parce que le miel de printemps, généralement, on est d'accord, c'est plus blanc. Non. Non? Ah ouais, dans ma tête, c'est du miel plus blanc et justement plus crémeux, alors que le miel de automne, tu vois, c'est un miel beaucoup plus foncé et plus translucide. Ouais, alors ça peut être complètement différent. Ouais. Ok. Là, t'as l'habitude de ça parce que, par exemple, le miel de supermarché, c'est souvent ça. Le miel de printemps est souvent très clair parce que il y a beaucoup de ruches qui sont tout près des cultures. Donc, notamment des cultures de colza. Et les miels de printemps, c'est souvent des miels de colza. Donc le colza, c'est un miel très très blanc qui est vraiment parfumé, c'est très très spécial le miel de colza. Mais nous, nos ruches par exemple, mon miel de printemps il est super foncé parce que on a écarté nos ruches un maximum de toutes les cultures. Donc on n'a pas de fleurs de culture, j'ai pas de colza dans le mien. Et mes ruches sont en bord de forêt, donc c'est des miels de forêt. Donc même mon miel de printemps est très foncé. Voilà, c'est un miel... Tu viendras tout à l'heure, tu verras, je te le montrerai. Il est très foncé, quasiment. Il est pas noir, mais il est très foncé. Et nos miels de sapin aussi sont foncés. Oui, en fait, c'est plutôt le lieu où effectivement, en fait, moi dans ma tête, le miel d'automne, c'est plutôt des miels de châtaignier, de sapin, etc. Et du coup, effectivement, c'est foncé. Ouais. Alors que, tu vois, dans ce que j'associe, enfin, en tout cas. Et je pense aussi, tu vois, même, mais effectivement, ça dépend vraiment du lieu où il est. Et si c'est plutôt dans une prairie, ça va être un miel plus clair. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Les miels foncés, c'est souvent des miels, comme tu dis, de sapin, parce que c'est des miels de miel, c'est des miels de forêt très foncés. Ok, ouais, non, mais c'est pour ça, en fait, parce que je me suis dit, tu vois, je pense que c'est plutôt que quand tu veux un miel foncé, ça va tout de suite être un miel de forêt, et du coup, ça fait plutôt automne. Et donc, ok, mais du coup, c'est intéressant. Ouais. C'est quoi, juste, toi, ton dessert préféré avec le miel? Mon dessert préféré avec le miel? Ouais.
Eh ben, tu sais pas, là, il va y avoir tout à l'heure Vivien qui va faire un petit dessert pour la soirée de demain, ce soir ou demain soir, je crois. Et il va m'emmener une tartelette à l'amande avec du miel. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça va être le dessert du repas de ce soir avec notre miel en plus. Donc ça va être sympa et je pense que c'est un de mes desserts préférés. Avec le miel. Puis ça doit être assez sympathique. Enfin, qu'est-ce que tu ressens justement quand on travaille justement ton miel et que tu dis ça a donné ce dessert-là? C'est génial, je suis super fier, vraiment super fier. Tout à l'heure, il y a justement encore un cuisinier qui est venu chercher un petit pot pour faire son plat là en présentation. Et c'était une super fierté d'avoir le petit pot Ouais. à côté de son plat. J'étais prendre une photo, c'est génial. Quand Vivien m'a appelé justement pour me dire on cherche du miel local pour faire notre petit dessert, j'étais trop content. Ouais, je suis vraiment content, c'est une fierté. J'imagine, ça doit être Mm. assez gratifiant, quoi. Ouais. Enfin, c'est un aboutissement un peu différent, tu vois. T'as le produit et du coup, t'as ce qu'on peut faire avec. Bah oui, puis quand c'est un chef qui dit ben, j'aime bien ton miel, puis je pense qu'il va bien se marier avec ça, c'est génial, quoi. Ouais, je suis content. Euh, Merci beaucoup. J'ai des petites questions pour terminer. Déjà, toi, c'est quoi ton péché mignon? Oh, alors, je sais pas. C'est quoi mon péché mignon? Je sais pas comment dire. Outre le sucre, ça peut être du salé, ça peut être, je sais pas, Ah du ouais, saucisson, n'importe quoi, hein. ouais, moi j'adore les fruits secs en fait. Ok, bah, ça va bien avec le Voilà. miel. Ouais, il y en a certains qui vont bien avec le miel, ouais, ouais. Et toi, quand tu fais, par exemple, votre pain d'épices, etc., est-ce qu'il y a un miel de prédilection pour la pâtisserie? Oui, le miel d'été en principe. Donc celui-là, on le prend parce que justement, c'est un miel qui est pas très très fort. Donc t'as un super goût de miel, mais t'as le goût de tous les autres ingrédients aussi qui est bien présent. Tu vois, faut pas. Moi, je pense que c'est bien de mettre du miel, mais il faut pas que ça prenne le dessus en fait. Quand tu fais du pain d'épices, il faut que tu sentes les épices. Donc voilà, qu'il y ait du miel, c'est bien, mais il faut un miel assez doux. Ok, bah tu vois, encore une fois, je me serais dit, ça va plutôt être du miel d'automne. Décidément. Euh, Trop chouette. Et c'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée Aujourd'hui? ce dernier temps? Eh ben, aujourd'hui, j'ai découvert un super truc. Là, j'ai goûté. C'était une goutte de chartreuse sur de la meringue. Juste avant que tu viennes me chercher au stand, là, tout à l'heure, on m'a fait goûter ça. J'ai trouvé ça super bon. Donc voilà. Ok. Quel message est-ce que tu as envie de faire passer aujourd'hui, soit aux consommateurs, ça peut être plusieurs messages par cible, soit aux autres producteurs, soit aux chefs. Enfin voilà, quel message est-ce que tu as envie de faire passer? Un message hyper banal, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de nous faire travailler les petits producteurs. Comme ce que je te disais tout à l'heure, au niveau du miel, il faut connaître les apiculteurs, il faut aller voir ce qu'ils font. Au niveau de l'apiculture elle-même, moi j'encourage à fond toutes les personnes qui veulent une ou deux ruches chez eux, il faut le faire. Après, je vais pas dire que ça nous fait du bien, bien sûr, parce que le miel qui est fait là, c'est du miel qu'on vend pas. Mais par contre, au niveau de la nature, c'est génial. Donc, il faut s'intéresser à ça. Il faut qu'on ait beaucoup d'abeilles. Il faut qu'on Ouais. pense aussi aux autres petits insectes, parce que c'est super. Il y a un truc énorme qui se fait au niveau de l'abeille, donc c'est très très bien. On est un peu porté par le truc, mais il n'y a pas que l'abeille en pollinisateur, hein. Il y a les bourdons, il y a plein d'autres choses, quoi. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et puis c'est un message un peu écolo qu'il faudrait avoir, quoi, à tout point de vue. Donc, si on peut faire travailler un petit peu les petits artisans locaux qui travaillent correctement, qui font attention un petit peu à ce qu'ils font au niveau de la nature, au niveau, ben, Mm. on parle beaucoup des pesticides, des trucs comme ça. Donc, en principe, les petits n'utilisent pas ce genre de choses. Donc, voilà, faire travailler des petits pour faire des belles choses avec les chefs et puis avoir des produits finis avec des beaux produits locaux, je trouve que c'est bien, c'est valorisant déjà pour tous les artisans. Ouais. Et puis derrière, je trouve qu'on a des produits finis, quoi, Non, mais meilleure c'est clair. qualité, voilà. Donc voilà. Sur le miel, enfin particulièrement, je trouve que tu vois, c'est vraiment un produit où tu vois la différence entre un miel industriel et un miel un miel local, enfin en tout cas qui est vraiment produit en petite quantité, etc. On voit vraiment la différence c'est et énorme, le bien goût, sûr. ça n'a rien à voir quoi. Ouais, ouais. Non mais tu vois, je trouve autant il y a certains produits, enfin il y a toujours une différence évidemment, mais je trouve que le miel, tu vois, particulièrement, c'est vraiment un produit où Bah oui. ça a pas le même goût, ça a pas la même texture. D'ailleurs, peut-être petit point qu'on peut préciser pour les gens, pourquoi est-ce qu'il y a des miels liquides et des miels crémeux ou Ah, des miels qui, tu sais, qui qui cristallise. cristallisent. Tous les miels cristalliseront, Oui. à un moment ou à un autre. Normalement, ça, c'est un gage de qualité. Ça, je le savais. Voilà, c'est bien.
par rapport au printemps. Voilà. Donc de toute façon, un miel, surtout les miels de printemps, quand il y a du pissenlit, des choses comme ça cristallisera. Donc c'est bien, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que le miel n'a pas été pasteurisé. Il y a beaucoup de miel industriel dans les grandes surfaces qui reste toujours liquide. Il reste liquide pourquoi? Parce qu'ils ont monté le miel à 80 degrés. Donc ça casse complètement la cristallisation. Il n'y aura plus de cristallisation dans ce miel. Par contre, on a enlevé toutes les propriétés du miel. Donc voilà, il y a un truc gustativement qui est pas trop mal, qui ressemble à du miel. Au niveau des propriétés, qui n'a plus du tout de propriété du miel. Donc un miel qui cristallise, il cristallisera de toute façon parce que c'est ces sucres-là qui cristallisent, c'est le vieillissement normal du miel, mais il est toujours de la même qualité. Donc soit on le mange cristallisé, si on l'aime cristallisé, ou si on le veut liquide, il suffit de le mettre un petit peu au bain-marie, sans dépasser 40-50 degrés, on va dire, maxi, et il redevient liquide, ou bien alors derrière une fenêtre, juste le mettre un petit peu au chaud, puis là on peut le réutiliser liquide. Et puis tu posais la question au niveau du crémeux. Ouais. Donc le crémeux, ça c'est une sorte de miel, une sorte de miel. C'est un travail sur le miel en fait. Moi j'en fais là du crémeux. Okay. C'est du miel dans lequel tu mets un petit peu de miel qui cristallise rapidement. Moi je mets du pissenlit surtout, donc je mets un petit pourcentage de pissenlit dans du miel d'été. Je laisse commencer la cristallisation, puis après ça à force de brasser le miel. Donc c'est un miel brassé en fait, qui fait après une texture très crémeuse. Etc., du coup, ça. Je sais pas si c'est vraiment l'air parce que moi je le fais à la main, donc c'est vraiment un brassage à la main. Et le fait de brasser, tu casses la cristallisation, puis tu gardes le côté crémeux du miel. Et là du coup il reste crémeux. Il reste crémeux, il cristallisera pas, ouais. Celui-là tu peux le garder, voilà. La texture restera quand même plusieurs mois comme ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis peut-être du coup, au-delà, parce que tu disais on peut faire ses ruches, mais c'est vrai que ça demande quand même un savoir-faire un peu technique et du temps, malgré tout, tu vois, même... je sais pas, toi, quand tu le faisais, même de manière très amateur, tu passais combien de temps à peu près? Avec 5 ruches, il faut y passer au moins, de toute façon, une journée bonnement par semaine, c'est ça, même un peu plus, ça dépend. Ça dépend de la saison. Mais voilà, mais il faut s'en occuper. Après, j'encourage les gens qui sont intéressés par les ruches. Voilà, il faut y aller. C'est bien d'avoir des petites ruches. Voilà. C'est bien d'avoir une petite ruche dans son jardin, mais il faut bien se dire que c'est du taf. Non, mais c'est clair. Mais au moins, si vous avez un jardin, vous pouvez planter des fleurs. Voilà. Comme ça, on fait de la diversité, on fait revenir les pollinisateurs. On attire les insectes. Merci beaucoup. C'était passionnant. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!